Bonsoir aux spectateurs de la chaîne géopolitique. Donc, je rappelle que désormais, c'est chaque jour qu'on va émettre une vidéo. Et donc, vous retrouverez chaque jour une vidéo que je vais émettre sur un thème de l'actualité. Donc, on continue de parler des relations du reste du monde avec les États-Unis. Et aujourd'hui, on va s'intéresser aux relations entre les États-Unis et les pays du Golfe, en l'occurrence plus précisément les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, donc avec l'arrivée, quelles vont être désormais les nouvelles relations entre l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le nouveau président des États-Unis. Alors pour quand même, on rappelle que justement les relations étaient plus qu'au beau fixe entre les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et les États-Unis avec l'ancien président, qui avait fait honneur aux Saoudiens en rendant sa première visite à l'étranger en Arabie Saoudite, ce qui était évidemment jamais vu dans l'histoire états-unienne. En général, un président américain, disons conventionnellement, va soit au Canada, soit dans l'Union européenne, mais ceci était donc un changement de paradigme très important puisque donc l'administration Trump avait donc très clairement pris parti pour l'Arabie Saoudite. Et à tel point que justement, dans les derniers mois du mandat du président Trump, ce dernier avait décidé de vendre le F-35, l'appareil militaire le plus sophistiqué au monde, qui n'est détenu dans la région du Moyen-Orient que par Israël, et que donc, justement, en guise de reconnaissance aux Émirats arabes unis d'avoir signé un accord reconnaissant l'État israélien, le président Trump avait donc récompensé de cette manière les Émirats arabes unis en leur vendant 50 avions de combat F-35, encore une fois, l'avion de guerre le plus sophistiqué qui donne un petit peu la suprématie dans les airs. Et donc, ceci était, si vous voulez, un petit peu pas la seule, mais disons probablement la forme la plus importante de reconnaissance des États-Unis vis-à-vis des Émirats arabes unis pour leurs gestes qu'ils ont accomplis envers Israël. Mais voilà qu'hier, de façon assez surprenante, il faut bien le dire, personne s'y attendait vraiment, c'était pas quelque chose qui était annoncé par avance. L'administration Biden annonce que donc l'achat des 51 avions F-35 qui ont été achetés par les Émirats arabes unis pour un coût estimé à peu près à 23 milliards de dollars est suspendu. Alors, suspendu ne veut pas dire abandonné, c'est-à-dire qu'officiellement, on revoit les licences. Donc, pour l'instant, les sociétés qui doivent fournir Raytheon Lockheed Martin doit donc a vu sa licence d'exportation suspendue. Donc, alors du côté de Lockheed Martin, on relativise un petit peu cette information. D'ailleurs, beaucoup de gens ont tenté de relativiser. Alors, on peut le voir de cette façon, mais tout de même, il y a quand même des raisons qui permettent quand même de peut-être s'inquiéter, en tout cas de soupçonner qu'en réalité il s'agit d'une décision d'une portée beaucoup plus importante à ce que l'on donne, du fait que en réalité il y a en réalité avec l'administration actuelle au pouvoir aux États-Unis le retour de la question des droits de l'homme qui avait quasiment tout bonnement disparu lors de l'administration précédente, qui était préoccupée plutôt, ou plus, disons même de cette façon, uniquement par l'impact économique que cela revêt. Alors évidemment, c'était une magnifique aussi opération commerciale pour les États-Unis de vendre 50 avions F-35, 23 milliards de dollars. Cela veut dire tout autant de création d'emplois aux États-Unis. Mais l'actuelle administration, même si évidemment elle est aussi bien sûr tentée par le gain économique que cela peut générer, en réalité elle est aussi préoccupée par les questions des droits de l'homme et notamment, pour être plus précis, en fait par les répercussions en fait que cela peut avoir sur la guerre au Yémen, car en fait ces avions F-35 pourraient être utilisés dans la guerre au Yémen. Or, on sait que la situation humanitaire elle n'a jamais été aussi grave au Yémen depuis le début de la guerre.
et qu'en réalité, on parle de la plus grave catastrophe humanitaire depuis des décennies. Peut-être pour vous donner une idée de l'ampleur de la catastrophe humanitaire dont on parle, je veux dire, c'est la famine qui a eu lieu en Éthiopie dans les années 80 ou en Somalie dans les années 90, peut-être sont peut-être d'une portée moindre que ce qu'on est en train d'assister ou qu'on va assister au Yémen euh, dans les prochaines semaines ou peut-être même dès aujourd'hui. Et donc, en fait, l'administration actuelle aux États-Unis veut trouver un règlement au conflit au Yémen. Alors, j'ouvre juste une petite parenthèse, car en fait, il y a peut-être aussi une forme de mea culpa de la part de l'administration actuelle, puisque l'ancien président Biden, qui était donc vice-président euh, quand le président Obama était président, l'administration d'Obama avait plutôt soutenu cette guerre d'un déclenchement d'une guerre contre le Yémen, contre les Houthis pour être précis, étant donné qu'ils avaient renversé le régime, ils étaient donc une force illégitime, et donc les États-Unis avaient soutenu l'Arabie Saoudite dans cette guerre qu'ils avaient débutée en mars 2015. Mais on voit 5 ans plus tard ou même 6 ans plus tard, en réalité, on voit bien que cette guerre mène nulle part, seulement à des souffrances inhumaines atroces. Et donc, en fait, le calcul aux États-Unis, c'est de dire qu'il faut arriver à un règlement de ce conflit. On voit bien que l'Arabie Saoudite ne peut pas gagner contre les Houthis. En tout cas, elle ne l'a pas démontré au cours de ces 6 années de conflit. Et donc, les États-Unis veulent désormais qu'il y ait des négociations entre les Houthis et l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Or, pour emmener tout le monde à la table des négociations, en réalité, les États-Unis n'ont trouvé comme moyen que de suspendre les livraisons d'armes. Et également, elle a décidé pour l'instant également de suspendre, de geler la désignation des Houthis comme organisation terroriste pour 30 jours, une décision qui avait été prise le 11 janvier dernier, juste à une semaine avant la passation de pouvoir par Mike Pompeo. Et là aussi, de façon très surprenante, on pensait le nouveau ministre des Affaires étrangères états-unien, Anthony Blinken, on pensait qu'il allait carrément le retirer cette désignation comme terroriste, mais il n'a seulement suspendu pour seulement 30 jours cette désignation, ce qui va permettre tout de même pendant 30 jours de distribuer l'aide humanitaire, car elle est arrêtée désormais depuis le 19 janvier. Alors vous me direz que ça fait que 9 jours, mais 9 jours, c'est 9 jours avec chaque jour avec des conséquences plus que dramatiques, et donc l'aide, si le gel en tout cas de cette désignation va permettre de reprendre immédiatement les opérations humanitaires. Alors il faudra voir qu'est-ce qui va se passer dans désormais 30 jours, c'est-à-dire fin février ou même avant, pour les organisations humanitaires, elles pourront continuer de travailler. Donc on voit, pour résumer, en fait, on voit qu'il y a une vraie attention de l'administration actuelle sur le conflit au Yémen, en raison de la dégradation de la situation humanitaire. Et puis il y a aussi, on cherche du côté de l'administration actuelle à régler également le conflit israélo-palestinien, même si évidemment c'est un conflit qui semble difficile à régler, quasiment on peut dire inextricable, que beaucoup de présidents se sont butés. Et donc, en tout cas, l'administration actuelle veut montrer également sa différence avec l'administration Trump en renouant les relations avec l'autorité palestinienne, donc réouverture de la mission consulaire palestinienne à Washington et de la mission consulaire états-unienne à Jérusalem-Est. Et donc également, et c'est là où un petit peu, si vous voulez, qu'il y a une sorte de contradiction, ou pour d'autres diront plutôt d'incohérence de l'administration actuelle, c'est qu'également, en décidant de geler ses exportations d'armes, elle met à mal un petit peu les accords de normalisation qu'il y avait entre les Émirats Arabes Unis et Israël. Car en fait, évidemment, comme je l'ai dit en début de la vidéo, c'était une des monnaies d'échange de cet accord de reconnaissance. Et donc, en suspendant cette livraison, évidemment, ça met tout de même ça jette un froid sur l'accord de normalisation entre les Émirats Arabes Unis et Israël. Alors, certains même se demandent, on peut peut-être même se poser, est-ce que c'est peut-être un peu prématuré, mais tout de même, peut-on aller jusqu'à même émettre la question
que ces accords de normalisation peuvent voler en éclats du fait que justement les Émirats arabes unis sont désormais n'obtiendront pas peut-être les F-35. C'est une question qui mérite d'être posée. Sans doute, elle est encore une fois prématurée à ce stade, mais c'est un scénario qui mérite d'être étudié, car en réalité, j'ai toujours pensé que ces accords entre les Émirats arabes unis et Israël sont beaucoup plus fragiles qu'on le croit. Elles sont basées ce sont des accords qu'on pourrait appeler transactionnels. Elles ne sont pas basées, comme je l'avais dit sur la vidéo de reconnaissance Émirats arabes unis Israël, qu'en fait, c'est basé sur des intérêts économiques et que peut-être si ces intérêts économiques ou militaires disparaissent, bah, l'accord en lui-même pourrait disparaître car n'ayant aucun fond idéologique. Et donc, c'est exactement à ce qu'on pourrait assister, en fait. Puisque d'un côté, les Émirats arabes unis vont être privés pourraient, disons le conditionnel, on ne sait pas encore exactement, privés de leur F-35, et qu'en réalité, peut-être que les intérêts économiques pourraient aussi s'estomper entre les Émirats arabes unis et Israël. Et donc, voilà, là, on pourrait arriver peut-être à une sorte d'ambition à la baisse de ces accords de normalisation. Donc, on voit que peut-être, et c'est peut-être là aussi le but, c'est que on veut peut-être justement casser un petit peu le réchauffement, ou pour ne pas dire l'instauration de relations entre Abu Dhabi et Tel Aviv, et de Riyad et de Tel Aviv de l'autre, car aussi je n'ai pas encore parlé de l'Arabie Saoudite, mais également l'Arabie Saoudite est dans le collimateur de l'administration actuelle, puisqu'elle a également gelé les livraisons d'armes qu'elle devait à l'Arabie Saoudite. Donc là aussi, l'Arabie Saoudite n'est pas non plus pas plus épargnée que les Émirats arabes unis. Alors l'Arabie Saoudite, à la différence des Émirats arabes unis, elle n'a pas signé d'accord de normalisation avec Israël. Et elle avait fait un autre calcul. Peut-être l'Arabie Saoudite pense qu'il serait plus intelligent justement de négocier avec l'administration Biden. La monnaie échange serait une reconnaissance de l'État d'Israël pour une amélioration des relations, contrairement au calcul émiratique qui pensait qu'il fallait mieux signer un accord de reconnaissance durant l'ère Trump pour avoir les F-35 en retour. Mais bon, elle n'avait sans doute pas pensé peut-être, c'était pas prémuni d'un retour de bâton qui pouvait être aussi brutal et aussi immédiat, seulement une semaine après son intronisation, déjà de décider d'une suspension des armes. Mais en tout cas, il y a une chose qui est peut-être sûre, et là peut-être les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite peuvent pousser un ouf de soulagement, c'est qu'il semble très clair, il semble peut-être plus clair qu'on le pense, c'est que le ministre des Affaires étrangères états-unien est un fervent partisan de la politique de containment, qu'on pourrait dire, c'est pas un très joli terme, mais disons la politique une politique, disons, qu'on pourrait qualifier de dure contre l'Iran, en la voyant comme un ennemi et non pas comme un possible partenaire des États-Unis, dans le sens où le ministre des Affaires étrangères états-unien, en réalité, ne souhaite pas revenir à l'accord du nucléaire de façon inconditionnelle, et en tout cas en faisant le premier pas. On voit très bien que les États-Unis attendent que ce soit l'Iran, la République islamique d'Iran, qui fasse le premier pas. Très clairement, durant sa conférence de presse, Anthony Blinken a bien souligné que, en réalité, l'Iran s'est mis hors du traité de Vienne et donc qu'elle doit revenir au respect de ce traité avant que les États-Unis ne reviennent. Donc, en fait, c'est à l'Iran de faire le premier pas. Et en réalité, on a vraiment l'impression qu'il n'y a pas en fait, de volonté de revenir à l'accord de façon immédiate et rapide et en quelque sorte de réparer un petit peu ce qu'a fait le président Trump en sortant unilatéralement de l'accord sur le nucléaire iranien. Et donc, en fait, tout ça pour dire qu'en fait, elle est décidée, les États-Unis sont décidés à maintenir également la sécurité de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis et d'Israël vis-à-vis de l'Iran. Et c'est bien pour ça qu'on a vu déjà désormais, même des avant-hier, on a vu par exemple des B-52
des bombardiers B-52 survolaient dans la région. Et donc, c'était les premières sorties du bombardier B-52 depuis l'arrivée au pouvoir de Joe Biden. Et donc, ça montre bien qu'il y a une continuation, en tout cas sur le dossier iranien, peut-être une sorte de continuation de ce qu'avait fait déjà l'administration Trump, qui elle aussi sortait régulièrement le B-52 pour dissuader en fait les Iraniens d'une attaque sur l'Arabie Saoudite ou les Émirats Arabes Unis ou sur Israël. Donc à ce niveau, il y a tout de même une certaine continuité et donc il y a une volonté des États-Unis de protéger leurs alliés émiratis et saoudiens. Donc voilà tout ce qu'on pouvait dire dans les relations entre les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite et les États-Unis. Donc en résumé, il y a clairement une rupture quand même avec l'administration Trump. Les relations ne sont pas et ne vont pas être aussi chaleureuses qu'elles l'étaient avec le retour de la question des droits de l'homme, la volonté de régler le conflit yéménite, mais tout de même peut-être une sorte de convergence de vues, en tout cas sur la question iranienne.